J'ai vendu ta voiture. Dereric n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand il a balancé un reçu froissé contre ma poitrine. Mes cartes ont été refusées chez le traiteur Y à 1 heure. Les investisseurs regardaient. Il me fallait du liquide, là, tout de suite, pour couvrir la compte. Je suis resté figé. Tu as vendu ma Honda. Derek. Je paie cette voiture tous les mois. C'est elle qui me permet d'aller au travail. Il a fini par me regarder, les yeux glacés. Elle est à mon nom, tu te souviens? Ton crédit était pourri, alors je t'ai rendu service. Légalement, c'est mon bien. Je l'ai liquidé. Il a eu un petit sourire en coin. À peine assez pour couvrir le champagne. La prochaine fois, achète une meilleure voiture si tu veux que ça ait de la valeur. J'ai ravalé la boule dans ma gorge et fixé le sol. Puis je l'ai regardé, lui. Et ensuite sa femme, Camille, qui poussait des petits rires sur le canapé. Ce n'était pas une famille. C'était une dictature. Et elle allait tomber. Il était 2 heures du matin. Los Angeles étouffait sous une canicule historique, celle qui laisse les trottoirs brûlants bien après minuit. Mais dans le Penthouse, la climatisation soufflait comme en plein pôle Nord. Je me suis réveillé au bruit de ma porte de chambre qui claquait contre le mur. Dereric se tenait dans l'encadrement. Dans une main, il tenait un grand sac poubelle noir. Il l'a jeté au pied de mon lit. Le plastique a frappé le sol dans un ploc lourd. Lève-toi, a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle était tranchante, chargée d'une irritation presque démente que je connaissais trop bien. Camille a besoin de cette chambre. Demain, elle fait un closet reveal en live, et ton bazar ruine l'esthétique. Je me suis redressé, les yeux piqués par la lumière crue du couloir. Derek. Il est 2 heures du matin. Je m'en fiche. Tu encombres ma maison. Il a donné un coup de pied dans le sac pour le pousser vers moi. J'ai fait ton sac. Considère ça comme une politesse. Maintenant, dégage. J'ai regardé le sac. Il n'avait rien fait du tout. Il avait juste ramassé la couche du dessus de ma vie et l'avait balancée dedans comme des déchets de jardin. Je suis censé aller où? Ai-je demandé, la voix plate. Tu as vendu ma voiture. Il a ricané, un son court et sec. Va vivre dans l'entrepôt. Il est vide. Au moins là-bas, tu seras avec les gens de ton genre. Des ordures. Et il est parti, laissant la porte grande ouverte. Je suis resté assise exactement 10 secondes. L'ancienne moi aurait pleuré. Elle l'aurait suivi en suppliant, en promettant d'être plus discrète, en s'excusant. D'exister. Mais cette version de moi s'est évaporée à l'instant où il a échangé mes clés contre du champagne. Je me suis levé. J'ai enfilé mon gant et mes bottes. J'ai saisi le sac poubelle. Il était léger. Apparemment, dans cette maison, ma valeur pesait moins de 10 kilos. Je suis passé devant la chambre principale. À l'intérieur, j'entendais Camille se plaindre de l'éclairage pour sa vidéo. Je suis passé devant la cuisine, là où l'argent de ma voiture s'était transformé en bouteille vide. Puis j'ai franchi la porte d'entrée et je l'ai laissé se refermer dans mon dos, d'un petit clic net. La descente en ascenseur m'a paru interminable. Quand les portes se sont ouvertes sur la rue, la chaleur m'a frappé comme un coup. L'air sentait les gaz d'échappement et la fumée lointaine des feux de forêt. J'ai remonté le sac sur mon épaule et je me suis mis en route vers la gare des bus de nuit. 3 miles à pied à travers Santa Monica, en passant devant des boutiques fermées et des campements de sans-abri. À chaque pas, le TAC de mes bottes sur le bitume gravait un nouveau rythme dans ma tête. J'ai arrêté de penser en sœur. J'ai arrêté de penser en victime. Je suis passé dans le seul mode qui m'avait toujours protégé, la logistique. J'ai lancé un audit mental. Statut actuel, déplacé. Transport, plus rien. Solution, transport en commun uniquement. Réserve, minime. Risque, maximum. Partenariat toxique, violation totale de tout accord implicite. Dans mon métier, quand un partenaire brûle le contrat à ce point, tu n'écris pas au service client. Tu ne demandes pas un remboursement. Tu protèges tes derniers atouts. Tu coupes tes pertes. Et tu te prépares à une OPA hostile. Dereric pensait m'avoir jeté. Il n'a pas compris qu'il venait de me libérer de la seule chose qui me retenait.
Le bus m'a déposé à 3 blocs du quartier industriel. Le sol était fendillé, inégal, et la chaleur remontait à travers mes semelles. Même à 3 heures du matin, l'air ici avait le goût du diesel et de la poussière. Je me suis arrêté devant l'entrepôt. Ce n'était même pas vraiment un bâtiment, plutôt une dent de briques pourrie plantée dans une bouche de béton. Les fenêtres étaient barrées. Et l'affiche à vendre que Derek avait posée des mois plus tôt se décollait de la grille, délavée par le soleil. J'ai ouvert le cadenas avec le double que je gardais à mon porte-clés. Le seul que j'avais encore. La grande porte coulissante a gémi quand je l'ai poussée vers le haut, et le bruit a résonné comme un cri dans la rue vide. Dedans, c'était irrespirable. Plus chaud encore que dehors. Un air épais, immobile, qui puait, le carton humide et l'abandon. J'ai balayé la pièce avec la lampe de mon téléphone. Des tas de vrais déchets, des palettes cassées, des débris industriels partout. J'ai dégagé un coin, en poussant une vieille boîte de peinture rouillée, et je me suis assis sur mon sac. Pour la première fois depuis 10 ans. Je me suis arrêté. Et dans ce silence, les chiffres m'ont rattrapé. Assise dans le noir, j'ai repassé la décennie qui venait de s'écouler. Je m'appelle Andrea. J'ai 29 ans. Et depuis que je suis adulte, j'ai été l'associée silencieuse d'une entreprise qui s'appelle le Géo de Dererick. Au début, ça paraissait petit. Quand nos parents sont morts, Derek a pris les commandes. Le visionnaire. Le patron. Le PDG. De rien. Il m'a dit que j'étais trop jeune, trop fragile pour gérer l'héritage. Je vais prendre le fardeau, qu'il a dit. Andrea, toi, concentre tes OI sur tes études. Alors les titres de propriété ont été mis à son nom. Les comptes aussi. Mais les factures. Elle arrivait chez moi. Je me suis souvenu de cet hiver où le chauffage est tombé en panne aux Pentouses. Derek était à Aspen, en train de networker. Il m'a appelé, paniqué. Il faut réparer ça. Andrea, c'est chez nous. J'ai payé $3000 pour la réparation. Je me suis souvenu de la fois où les taxes foncières de cet entrepôt étaient en retard. Il m'a dit, on va perdre l'héritage de la famille si on ne fait rien. J'ai vidé mes économies pour payer le comté. Il adorait le mot « nous ». Nous construisons un empire. Nous sommes dans le même bateau. Nous devons nous serrer la ceinture. Mais ce soir-là, assise sur ce béton sale, j'ai compris la vraie traduction, dans une famille toxique. Nous, c'est le mot le plus dangereux du dictionnaire. C'est un piège linguistique. Quand Y avait une dette, c'était la nôtre. Quand Y avait du profit, c'était le sien. Quand il fallait travailler, c'était un devoir de famille. Mais dès qu'il s'agissait de propriété, d'autorité ou de mérite, le nous disparaissait comme par magie. Il a vendu ma voiture parce qu'il était convaincu d'en avoir le droit. Il n'a pas vu ça comme du vol à sa sœur. Pour lui, c'était juste la liquidation d'un actif appartenant à la société Derek. Moi, je n'étais qu'une employée qui avait commencé à croire qu'elle avait des droits. Il m'a gardé pauvre pour que je reste dépendante. Il a entretenu mon crédit au plus bas pour que je ne puisse pas acheter mon propre chez moi. Il a fabriqué ma détresse pour que vivre dans un entrepôt ressemble à une faveur. Plutôt qu'à une punition. J'ai regardé autour de moi, dans cet espace sombre et étouffant. Lui, il appelait ça un poids. Une pourriture qui plombait son portfolio. Mais en m'étendant sur le sol dur, mon sac de vêtements en guise de coussin, une idée étrange m'a traversé. Il ne venait jamais ici. Dererick avait peur de la saleté. Peur du travail manuel. Il traitait cet endroit comme une zone radioactive, utile uniquement sur un tableau Excel. Il n'avait pas mis les pieds entre ces murs depuis 5 ans. Ce qui voulait dire qu'il ne savait pas ce qui dormait dans les coins. Il ne savait pas ce qui se cachait derrière les cloisons. Il pensait m'avoir envoyé en prison. Il n'a pas compris qu'il venait de me donner la garde exclusive de la seule chose qu'il n'avait pas encore ruinée. 7 jours plus tard, la température a atteint 40 degrés Celsius. L'entrepôt était un four. L'air à l'intérieur tremblait, saturé de poussière et d'immobilité. J'étais assise sur une caisse, en train d'auditer mes dernières réserves d'argent, quand la porte latérale a claqué. Dererick a débarqué comme une tempête. Il portait un costume en lin qui coûtait probablement plus cher que toute ma scolarité. Mais là, il était taché de transpiration. Dans cet endroit,
il avait l'air d'un pan au milieu d'une décharge. Il n'a pas dit bonjour. Il a lancé une enveloppe rouge contre ma poitrine. Elle a rebondi et a volté jusqu'au sol. Ne paye ça, a-t-il craqué. Je l'ai ramassé. Avis final de coupure. Los Angeles Department of Water and Power. Le montant était dément, 4000 $. Ça fait une semaine que tu squattes ici, a-t-il lâché en s'épongeant le front avec un mouchoir en soie. Et tu n'as même pas transféré les compteurs. Une agence de recouvrement m'a appelé aujourd'hui. Règle ça, Andrea. Je ne vais pas payer pour garder la lumière allumée dans un trou. Je n'ai pas utilisé d'électricité, Derek. Je recharge mon téléphone avec une batterie solaire. Je n'ai même pas allumé une ampoule. Je m'en fiche. La facture est au nom de la succession. Donc c'est mon problème. Transfère ça à ton nom aujourd'hui, sinon je fais arracher le compteur. Il a tourné les talons et il est reparti, pressé de retrouver sa voiture climatisée. Je suis resté là, l'enveloppe à la main. Mon pouce a effleuré le graphique de consommation imprimé au dos. Je me suis arrêté. Je travaille dans la logistique. Mon métier, ce n'est pas juste déplacer des cartons. C'est lire des données. Détecter des fuites. Voir les anomalies. Et sur ce graphique, mon cerveau a immédiatement tiqué. La courbe n'était pas dentelée. Dans un bâtiment normal, la consommation monte le jour, baisse la nuit, fait des pics quand les machines démarrent. Là, non. C'était une ligne plate. Une ligne horizontale, haute, constante. 24H24, 7J7. Ça, ce n'était pas des lumières. Ce n'était pas un frigo oublié. C'était du support vital. J'ai levé les yeux dans l'entrepôt vide, silencieux. Aucune machine, aucun ventilateur, rien que la chaleur et le calme. Mais un compteur, ça ne ment pas. Quelque part dans ce bâtiment, quelque chose dévorait l'électricité comme une bête affamée. Je me suis dirigé vers le tableau électrique au fond. Un vieux panneau industriel, couvert de crasse. Je l'ai ouvert. La plupart des disjoncteurs étaient scotchés, marqués hors service. Mais un seul, étiqueté zone 4, était chaud au toucher. J'ai suivi la gaine. Elle montait le long du MUR, traversait les poutres du plafond, ET disparaissait derrière une pile DE plaques DE contreplaquées pourries, appuyées dans le coin du fond. Je me suis approché. J'ai tiré la première plaque. Elle s'est écrasée au sol, soulevant un nuage de poussière. Derrière, ce n'était pas de la brique. C'était du placo. Du placo plus récent. Quelqu'un avait créé une cloison, un faux mur pour réduire la pièce. J'ai attrapé un pied de biche dans mon sac d'outils. Je l'ai enfoncé dans la jonction. J'ai tiré. Le placo s'est effrité. Et là, une bouffée d'air froid m'a frappé le visage. Un air glacé, stérile, conditionné. Avec un bruit. Un bourdonnement bas, régulier, que l'isolation avait étouffé jusqu'ici. J'ai agrandi le trou, assez pour passer. Ce n'était pas un placard. C'était un coffre-fort climatisé. L'espace était noir, éclairé seulement par des LED vertes clignotantes sur d'énormes déshumidificateurs industriels alignés contre les murs. C'était eux, le bourdonnement. C'était eux, la facture. J'ai levé ma lampe. Le faisceau a déchiré l'obscurité et a heurté quelque chose qui ressemblait à une gigantesque cloque transparente. Une capsule de voiture. Une bulle gonflable utilisée pour préserver des véhicules de luxe sous vide. Et il n'y en avait pas qu'une. Il y en avait 12. 12 bulles, alignées avec une précision militaire. Je me suis approché de la première. Mon faisceau a glissé sur une aile. Une peinture vert Highland. Un toit fastback. Mon cœur s'est mis à frapper contre mes côtes. Je connaissais cette voiture. Tout le monde la connaissait. Une Ford Mustang GT 1968. Mais pas n'importe laquelle. J'ai vu la bosse à l'arrière, ce dégât précis, jamais réparé, provenant d'une course-poursuite célèbre. C'était la Mustang Bullet. Je suis passé à la bulle suivante. Une Ferrari 250 GT California Speeder de 1961. La plaque disait « Nerveux ». J'ai reculé, le souffle coupé. Derrick appelait ça un fardeau. Une dent pourrie.
Il m'avait jeté une menace de coupure parce qu'il était trop radin pour payer. Il ne savait pas. Il n'avait jamais regardé. Jamais vérifié le compteur. Son arrogance l'avait aveuglé au point qu'il était assis sur le saint Graal de l'histoire d'Hollywood. En le traitant comme une décharge. Je n'étais plus dans un entrepôt. J'étais dans un coffre de banque. Et j'étais la seule à connaître la combinaison. Je n'ai pas appelé Derek. Je n'ai pas appelé la compagnie d'électricité. J'ai appelé Graham. Graham, c'était un spécialiste du fret avec qui j'avais travaillé 2 ans plus tôt sur un contrat logistique cauchemar, un conteneur de montres vintage destiné à Dubaï. Il n'a pas posé de questions. Il sait juste combien les choses valent. 40 minutes plus tard, il s'est garé devant l'entrepôt dans une berline banale. Il a regardé la peinture qui pèle, les barreaux aux fenêtres, la décrépitude du quartier. Et il a froncé les sourcils. Tu m'as dit que tu avais un problème de cargaison, Andrea. Là, on dirait plutôt un chantier de démolition. Ce n'est pas le bâtiment, Graham. C'est l'inventaire. Je l'ai mené vers le faux mur. Je lui ai mis une lampe dans la main. Zone 4, ai-je dit. Regarde. Il est passé par le trou. J'ai entendu son souffle se couper. Puis le silence. Un long silence lourd. Je l'ai rejoint. Il était planté devant la Mustang Bulette, le visage à quelques centimètres du plastique. Il ne la regardait pas comme une voiture. Il la regardait comme une relique. La bosse est authentique, a-t-il murmuré. Les soudures du support caméra sont encore sur les bas de caisse. Il a glissé à la bulle suivante. La Ferrari rouge. La California Spider 1961. Ferry Buellé. Il disait que la voiture principale avait été détruite. Écrasée. Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. Elle n'a pas été écrasée. Elle a été cachée. Pendant 20 minutes, il a avancé le long de la ligne, bulle après bulle. Il a vérifié des numéros de série à travers le plastique. Regardé des pneus. Il tremblait. Vraiment. Enfin, il est revenu vers moi. Il a enlevé ses lunettes et les a essuyées sur sa chemise, comme pour se réveiller. Andrea. Sa voix était instable. Tu as la moindre idée de ce sur quoi tu es en train de te tenir? J'ai une idée. Mais j'ai besoin d'un chiffre. Un chiffre prudent. Il a dégluti. Si tu liquides rapidement un acheteur privé. 12 millions. Mon estomac s'est effondré. 12 millions. Et si on part en vente aux enchères, a continué Graham, la voix qui montait, si on raconte l'histoire de la flotte perdue du cinéma. 15 millions. Facile. Peut-être 20. 15 millions. Pendant ce temps, Derrick s'apprêtait à vendre le terrain pour 500 000 $, juste pour éteindre une dette de 200 000. Il allait jeter 15 millions parce qu'il était trop paresseux pour regarder derrière une plaque de contreplaqué. Graham a compris le piège, le propriétaire croyait que le coffre contenait des déchets dangereux. C'était ça, l'erreur. Alors j'ai joué le jeu. Derek voulait l'entrepôt vide pour éviter une pénalité de 50 000 $. Je lui ai dit que je pouvais gérer les ordures, mais à une condition, qu'il signe un document me transférant l'intégralité du contenu, pour protection juridique. Paniqué et trop sûr de lui, il a signé sans lire. Au petit matin. Les voitures avaient disparu. Le jour de la vente, Derrick a cédé le terrain pour 500 000 $ et s'est moqué de moi parce que j'avais transporté des déchets. Alors je lui ai montré l'email de Sibi. La Mustang et la Ferrari étaient assurées pour 15 millions. Et lui? Il me les avait légalement cédées. Son avocat a confirmé que le contrat était béton. Derek avait lui-même défini le contenu comme des déchets. Il a tout perdu. L'argent. Le mariage. La réputation. Et quand il a tenté de se battre, les procès ont échoué. Moi, j'ai gardé les voitures, j'ai racheté une entreprise de logistique, et j'ai récupéré l'ancienne maison de mes parents. Derrick, lui, a continué à courir après le statut.